Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Il arrive fréquemment à des personnes, dès lors qu'elles sont invitées à parler d'elles, de leur parcours de vie, de répondre « ma vie ?» Ah oui. C'était zadie, c'est-à-dire rien à signaler. Banal, courant, ordinaire représenterait les termes qui correspondraient le mieux à l'usage de cet adjectif du dialecte marocain, fortement inspiré de l'arabe académique, qui converge vers le sens d'une vie vécue fortement et assurément, ordinairement, banalement. Autrement dit, chez l'être adi, c'est-à-dire très ou trop normal, tout serait vécu selon un ordre conforme aux lois et normes universelles qui gouvernent sans faillir le cosmos auquel nous appartenons tous. Son usage allusif incite à faire croire que toute chose dans sa vie était venue comme c'était attendu, à sa bonne place et au bon moment. Une telle attitude envers soi est si courante qu'elle signifie ouvertement un défi lancé pour résoudre l'énigme du trouble et de la souffrance propre à tout être humain. Bien sûr, une vie ne peut se raconter d'emblée comme un scénario d'un film bien articulé et cadencé. Tout au long de son évolution, l'être psychique se constitue au fur et à mesure, favorablement ou non, selon la qualité de son environnement humain, alors il avance de bon gré mal gré. Et pour faire face aux différentes tempêtes, qui ne manquent jamais d'arriver, de malmener sa fragile constitution, l'être en devenir met en place des mécanismes psychiques de défense plus ou moins efficaces pour s'assurer la continuité de la vie qui lui est promise. Quand le désordre intérieur devient de plus en plus envahissant, tenter d'y voir clair en remettant en selle les processus de pensée ainsi mis en panne est immanquablement un cheminement bien difficile, parsemé d'embûches et de résistances, le ver étant ordinairement dans le fruit. Même en affirmant avec force conviction que la musique intérieure est harmonieuse, que tout est adi, les bruits discordants sous forme de symptômes divers ne se laissent pas facilement taire. Ils n'ont d'autres alternatives que de se faire entendre, et ce, de manière de plus en plus assourdissante et insistante. À l'instar de corps étrangers, loin de tout contrôle, ils agissent librement dans un espace de si bas, insoumis au pouvoir de l'État, en l'occurrence le moi du sujet. À vrai dire, fort heureusement, si le symptôme n'existait pas, que ce soit sous forme de mots de corps ou de caractère, alors l'être ordinaire ne se sentirait jamais poussé malgré lui à s'engager dans un voyage intérieur en prenant un temps pour lui. Revisiter son histoire refoulée, déniée, éloignée de soi, permet de reprendre racine et mieux croître psychiquement. Étonnamment, le travail sur soi, au lieu de plonger brutalement l'être dans l'effroi, dans un déjà vécu. Dans la mesure où il conduit à se saisir de son intériorité rejetée, il achemine le sujet vers ce que Bergeret avait nommé le plaisir de fonctionner, qui le récompense très largement alors de la peine et de la souffrance que cela soulève et exige. Les thèmes qui composent cet ouvrage, bien qu'ils soient loin d'être exhaustifs, sont plutôt une initiation à ce voyage en dedans de son soi et de l'autre, une aventure autant attractive, que pouvant susciter appréhension et inquiétude. Le style choisi évite expressément d'être encombré par la terminologie clinique d'usage, tout en essayant d'être juste scientifiquement en s'appuyant sur un ensemble articulé et composé de références théorico-cliniques académiques, d'une pratique clinique psychanalytique et de l'enseignement universitaire au Maroc. Préambule, les mots pour ne pas le dire. Zinedine, 33 ans, célibataire, le dernier d'une nombreuse fratrie, vivant avec ses parents, est venu en consultation pour un petit souci, dit-il. Un pas grand-chose dont il veut se débarrasser. Il avait composé un mémoire, une mémoire, pour clore son programme de formation continue, dans le cadre de son travail d'ingénieur, mais n'arrive pas à le soutenir. Il bloque tout court devant son jury, ses juges. Il ressent du vide au moment fatidique. Tout disparaît de son esprit pour se trouver à ne pouvoir rien dire. C'est la panique, la honte, le désir de vouloir disparaître sous terre et tous les conseils pris ici et là auprès de ses amis n'ont pu avoir raison de sa parole mutique. Dans la terminologie clinique, ce blocage, lié à l'angoisse, s'appelle inhibition qui se définit et se manifeste par une diminution ou un arrêt d'une fonction psychique ou motrice, comme la fonction de la parole dans certaines situations. Au moment de la soutenance, chez Zinedine, s'opèrent deux processus psychiques contre lesquels il reste impuissant, un vidage de la pensée et l'extinction de la voix. D'autres symptômes et non des moindres vont pouvoir être verbalisés, avec le temps, une fois des résistances surmontées, comme le trouble de l'identité sexuée,
des insomnies sévères, des hallucinations nocturnes liées au djinn, une solitude absolue, des troubles somatiques divers et une angoisse chronique. En effet, il détenait tant de choses à verbaliser par le mot, un succédané de l'acte. Zinedine avait vécu de très graves traumas, des abus sexuels répétitifs à un âge très précoce, qui avaient désorganisé tout son être en pleine croissance. Il lui avait fallu ce blocage, pour qu'il se décide enfin de saisir le taureau mutique en lui par les cornes, le coucher sur le divan de la psychanalyse et le travailler au corps. Zinedine, qui coule aujourd'hui des jours heureux sous d'autres cieux, est devenu un être de parole. Le mot du début. Si Zinedine perdait ses mots, ce qui le plongeait dans un vide angoissant, c'est qu'en général sans la symbolisation, la psyché ne peut advenir, tout au plus elle serait réduite à une juste fonction d'adaptation et de survie, point de pensée. Dès le début de la vie, alors que nous étions protégés comme on l'était dans le monde aquatique, notre première bulle, nous percevions vaguement le mot sans le comprendre, juste des sons rythmés, composés, aux tonalités calmantes, stimulantes, excitantes, riantes ou tout le contraire, violentes, angoissantes. Chaque fœtus a sa chance ou malchance, mais rien n'est jamais véritablement joué d'avance. Dans notre premier monde intra-utérin, le mot faisait partie de ce bruit du monde, à la différence près qu'il est porteur de sens à explorer, à découvrir, mais en attendant il berce et rassure. Quelques mois plus tard, à la naissance, au Masquitou al-Raas, au premier choc, survient simultanément le coup de foudre de la rencontre avec ce nouveau monde qui se laissait entendre d'une manière fortement énigmatique. Ce fut avant tout un premier mot qui s'était formé en nous, par lequel tout était nommé, le ciel, la terre, le père, la mère, les autres, les choses qui grâce à lui sortent du brouillard pour se transformer en réalité psychique chez le petit de l'homme. Et il n'y a pas si longtemps qu'un groupe fondateur, de femmes et d'hommes valeureux et ambitieux, s'est saisi du mot pour sortir la folie de l'opacité de l'entendement, pour tenter de soigner des femmes et des hommes auparavant enchaînés, négligés, endurant la honte, les électrochocs, les jets d'eau glacés. Au mieux, ils souffraient de leurs troubles d'âme sans que personne ne s'en soucie réellement. Médecins, neurologues, psychiatres, anthropologues, ils ont fondé une nouvelle science élaborée avec patience toute leur vie durant. Ils n'avaient jamais hésité de publier leurs découvertes pour les transmettre gracieusement et les proposer aux critiques constructives scientifiques. Charcot et Janet à Paris, Freud et Breuer à Vienne, Karl Abraham et son équipe à Berlin, Binswanger, Jung, Bleuler à l'hôpital Burgolsli à Zurich, pour ne citer que les pionniers. Tous se sont confrontés au défi que représentait la psychonévrose. La psychanalyse était ainsi née, grâce à des travaux d'équipe dans différents pays, afin de proposer au peuple une méthode pour non seulement se soigner, mais pour se libérer du joug de sa propre destructivité et pouvoir vivre en paix avec soi-même et avec ses prochains. Le mot de l'inconscient. Il va sans dire que le mot chez le petit de l'homme annonce le début de l'élaboration de la conscience de soi, comme être différencié. Il a été également à l'origine de la découverte de la structure et de l'organisation de la psyché, des étapes de son évolution et surtout de l'origine de ses troubles et souffrances. Il faudra revenir au premier ouvrage de psychopathologie psychanalytique, Études sur l'hystérie, au Kahanao, une jeune femme autrichienne de 21 ans qui, lasse d'être hypnotisée par Joseph Breuer, demanda qu'on puisse l'écouter, c'est-à-dire qu'elle puisse parler librement sans entrave et sans intrusivité. Elle nomma cette méthode initiée par elle, la Talking Cure, la cure par la parole. Dès lors, la méthode des associations libres est née pour dire ce qui vient à l'esprit. Le mot devient chargé de la mission de révéler la subjectivité de la personne, de verbaliser son vécu historique et actuel, d'en tisser les liens coupés par les mécanismes de défense. Le symptôme prend sens parce qu'il devient raccordé au vécu pénible, inconciliable, qui a été déposé avec empressement dans un espace-temps devenu oublié, c'est-à-dire refoulé. Loin du cadre strict de la cure psychanalytique, l'inconscient ne cesse de se révéler à notre écoute dans nos échanges ordinaires et dans nos actions les plus anodines. Pour peu que notre oui puisse lui donner toute la place qu'il n'arrête jamais de revendiquer, si besoin à coups de symptômes et de douleurs diverses, alors le corps cesse d'être le théâtre inquiétant où se jouent d'une manière fortement déguisée les conflits psychiques refoulés, non résolus. Parce qu'écoutés, les conflits psychiques non surmontés pourront à ce moment être récupérés tels qu'ils ont été laissés dans le bureau des objets perdus, pour être revécus,
repensés et élaborés. Ainsi, dans nos échanges ordinaires frappés par l'adi, le mot se trouve d'ordinaire utilisé avec un emploi double ou multiple. L'inconscient, c'est-à-dire le refoulé, trouve de la sorte le moyen d'avoir son mot à dire. Les jeux de mots ou les néologismes, des mots composés de plusieurs sens par condensation, illustrent formidablement les significations diverses qui peuvent être cachées dans le mot. L'emprunt de la langue française par des patients marocains donne de jolies illustrations comme « c'est attachant, attachant et chiant »,« je suis fatigué, fatigué et fâché »,« il m'a contacté, contacté, tâté, tâtonné »,« elle m'a gaulé », voulant dire simultanément qu'elle s'était fait engueuler tout en étant traitée comme un ballon que l'on gaule avec toutes ses forces, la prononciation avec un son qui ne distingue pas le il et le l, confusion dans la différenciation féminin-masculin. Loin d'être des erreurs de l'usage du langage, comme s'en défendent habituellement leurs auteurs respectifs, un sens caché force le passage pour être entendu en simulant bien entendu un problème d'apprentissage de la langue. De même, lors d'échanges, de discussions, le ton enjoué, froid, chaleureux, enthousiaste, pathétique ou coléreux indique que tout en parlant de tout et de rien, l'auteur du mot signifie à son interlocuteur une multitude de sens implicites liés à des attentes difficilement verbalisables. Des désirs qui peuvent subir en lui des interdits qu'il s'impose, comme celui de vouloir séduire, plaire, chercher à être apprécié ou d'acculer l'autre à l'écouter en haussant le ton. Le désir d'être écouté peut ainsi comporter des demandes enfouies, comme celle d'être apprécié et rassuré quant à ses doutes sur ses propres capacités. Ainsi, le mot dit rarement ce qu'il prétend réellement dire, non par mensonge ou par ruse, mais parce qu'il est comme une locomotive, charriant à son insu en même temps plusieurs wagons chargés de sens qui, profitant de l'occasion, tentent d'arriver à leur destination, être entendu et effectivement entendu. C'est que le mot est généralement comme l'arbre qui cache la forêt, il véhicule des fantasmes qui agissent en arrière-plan. Rien que le concept de fantasme mérite de plus amples explications, du fait de sa forte connotation sexuelle et péjorative dans l'entendement général. Contentons-nous de le présenter de la manière la plus accessible et définissons-le comme un scénario imaginaire, élaboré d'une manière plus ou moins sophistiquée, où le sujet assure le rôle déterminant de la scène qui se joue à la frontière du conscient et de l'inconscient. La poussée du fantasme à se réaliser trouvera à travers l'attitude et le mot l'opportunité de le faire, mais d'une manière tronquée et maquillée pour tromper la vigilance du moi de la personne. Fatine rapporte que lors de discussions avec ses copines, elle n'arrive pas à placer un mot, s'arrimant férocement à une position passive masochiste. Elle est en proie à une colère, promptement réprimée, qui irrigue instantanément tout son être somato-psychique. Devant le danger torrentiel de son émoi rejeté, elle mobilise automatiquement toutes ses forces pour s'en défendre en se refroidissant, en se murant dans le silence, l'hébétude. Pour se donner une contenance, elle se met à hocher robotiquement la tête en émettant des réponses laconiques, des oui-oui, avec des sourires crispés, figés. À dire vrai, ce n'est réellement pas la première fois qu'elle en fait l'amère expérience, bien au contraire, toute sa vie durant, elle a développé une passivité comme force d'opposition, une formation réactionnelle dira-t-on, à d'intenses mouvements psychiques à peine conscients. Ces oui-oui étaient en définitive des non-non, qui clamaient en son fort intérieur le contraire de ce qu'elle faisait entendre aux autres. En elle, des pensées prenaient de plus en plus de place en arrière-plan pouvant être traduites comme « on ne m'écoute jamais, personne ne fait jamais attention à moi ». De telles pensées, constitutives d'un fantasme à peine conscient, s'articulent autour d'un scénario imaginaire écrit en deux versions paradoxales. D'une part, elle se représente comme une personne ni aimée, ni appréciée et rejetée parce qu'elle est inintéressante et insignifiante. Dans cette version, les autres ne font que profiter de sa gentillesse, de sa bonté mais ne s'intéressent nullement à elle. D'autre part, elle se justifie le rejet des autres parce qu'ils ne connaissent pas sa véritable personnalité qui est celle d'une personne intelligente, humaine, cultivée avec beaucoup de choses à dire. Le fantasme de Fatine est constitué d'une partie persécutive, les autres ne m'écoutent jamais, me rejettent, et d'une seconde partie qui oscille entre l'autodépréciation, je suis nul, ou son contraire l'autosurestimation, je suis très intelligent. Sans aller plus loin dans l'étude de l'origine de ce fantasme qui rejoue des scènes de son vécu infantile, il suffit de souligner que ces mots distants, froids ou complaisants ne verbalisent aucunement l'authentique en elle,
c'est-à-dire ses souffrances qu'elle revit dans les situations où elle devrait trouver sa place avec les autres. Sa froideur, son indifférence feinte, sa passivité lui permettent de contenir la violence de son état intérieur qui cherche in fine, par un moyen défensif, à travers le mot, de se faire entendre, comme une lettre qui a du mal à parvenir à son destinataire. Dans un registre plus amusant, en débusquant l'inconscient dans les jeux de mots, l'ouvrage Le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient nous met rapidement de bonne humeur. Freud cite un mot d'esprit de l'écrivain allemand Johann Heinrich Heine dans Les Bains de Luc. Ce dernier fait dire à son personnage Hirsch-Hyacinthe, placeur de billets de loterie qui se vante de ce que le grand baron Rothschild l'a traité tout à fait comme son égal, d'une manière tout à fait familionnaire. Freud retraduit le mot familionnaire de la manière suivante. Rothschild m'a traité tout à fait comme son égal d'une manière tout à fait familière, CAD, autant qu'un millionnaire est en mesure de le faire. De même, les métaphores, les adages, les expressions populaires témoignent également et sans embâche de la fonction double et multiple du mot où le refoulé collectif trouve un chemin balisé et apprécié pour se faire entendre. Et pour laisser la place au texte suivant, il ne sera pas exagéré d'affirmer qu'écouter l'autre est bien plus difficile que de se mettre à parler. De la même manière, chercher à être aimé est beaucoup plus courant que de chercher à aimer. Les deux font la paire du fait de leurs racines partagées, si bien que la demande d'être écouté équivaut également à celle de chercher d'être aimé. Chapitre 1 – L'être pulsionnel. Le statut de la pulsion et de l'instinct dans le fonctionnement psychique et social est généralement évoqué dans le discours ambiant par son côté biologique et génétique à des fins explicatives de tendances, de caractère ou de pathologie qui seraient innées et dont il faut se dépêcher de clore le débat sur leur causalité complexe. J'aimerais en parler dans ce texte avec des références théorico-cliniques, c'est-à-dire issues de textes académiques et d'observations cliniques au Maroc. Le fil rouge sera de poursuivre le cheminement du pulsionnel dans la constitution psychique, dans les rapports avec soi-même et avec les autres. Les artifices de la culture jumelés aux mécanismes de défense contre le pulsionnel rendent ce dernier souvent méconnaissable, peu évoqué et surtout entouré de 1000 précautions pour qu'il reste camouflé, avançant masqué dans le quotidien de tout un chacun. Pourtant, l'importance de la pulsion est tout simplement vitale tant elle constitue l'énergie psychique qui ne cesse de pousser l'être dès sa naissance vers de l'avant. Une énergie brute qui exige sûrement une longue transformation pour qu'elle puisse servir favorablement les intérêts vitaux et sociaux de l'être en devenir. Nous allons assimiler ensemble le langage codé de la pulsion, ses implications dans l'avènement de l'être, ainsi que les avatars de l'échec ou du trouble du processus de sa psychéisation. Mais avant d'aller plus loin, quelques précisions terminologiques s'imposent pour mieux cerner le concept de pulsion afin de marquer sa différenciation d'avec celui d'instinct. Sur le plan de la constitution psychique, est-il permis d'utiliser d'une manière indifférenciée les termes d'instinct et de pulsion ? Loin de vouloir entrer dans un vain débat épistémologique ou s'encombrer de méticulosité linguistique, il est plus qu'utile de saisir que l'instinct et la pulsion ont en commun certains mécanismes et se différencient fondamentalement dans d'autres. Cette distinction est d'importance pour pénétrer le sens profond de la notion de l'être pulsionnel. Instinct et pulsion sont tous les deux à la fois le produit d'un héritage intergénérationnel de l'espèce, et ils ont une assise biologique déterminante. La faim et l'amour seraient, selon Freud, les deux instincts et pulsions les plus tangibles, les plus insécables dans le sens de pouvoir vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche. Cependant, la différence est notable dès lors que l'on compare le règne animal avec l'espèce humaine. L'observation clinique montre que l'instinct est plutôt réservé au premier, et le terme pulsion concerne plutôt l'être humain. Jean Laplanche mène une véritable analyse étymologique de la différence entre les deux termes et rappelle la première définition donnée par Freud au concept d'instinct, instinct en allemand, qui est un comportement préformé, dont le schème est héréditairement fixé et qui se répète selon des modalités relativement adaptées à un certain type d'objet. Un exemple type est représenté par le comportement de prédation chez les animaux carnivores prédateurs qui, même en captivité, ne renoncent jamais à leur héritage instinctuel, ce qui représente un danger permanent pour leurs dresseurs. L'instinct de se nourrir fixe de la sorte et le comportement par lequel sa satisfaction devient possible, et l'objet représenté par la proie,
Bien entendu, le comportement de prédation est généralement parachevé par un apprentissage social par le groupe. La liaison instinct-prédation-objet est soudée à tout jamais en organisant la vie sociale animale. Le terme pulsion, réservé à l'humain, est dans la littérature psychanalytique la traduction française du terme allemand Trieb, même si au début, Freud utilisait d'une manière indifférenciée les deux termes instinct et Trieb. En arabe, il se traduit par nazwa et non par gariza, instinct. Le nazwani représente un être festif, porté par la recherche de satisfaction de ses désirs charnels. À la différence de l'animal dont l'agir est stéréotypé, les pulsions humaines se démarquent par leur étonnante plasticité. Les buts ainsi que les objets des pulsions ne sont nullement fixés par l'héritage et le programme génétique. L'on pourrait dire que la culture a entre autres pour fonction majeure de canaliser la poussée, le but et l'objet de la pulsion. Et si certaines caractéristiques de la pulsion, source, poussée, but et objet, permettent de mieux saisir la spécificité de l'humain, elles contiennent en particulier à la fois les germes de la créativité civilisationnelle et de ses souffrances psychiques. La réclusion. La vie de Fouad s'était arrêtée tout net un sombre matin d'hiver. Son médecin avait diagnostiqué une dépression sévère et lui avait prescrit des psychotropes qui l'avaient aidé à supporter son état psychique inexplicable pour lui-même, pour sa femme qui n'en pouvait plus, et pour ses 3 enfants épouvantés par ce zombie qui de temps en temps sortait sa tête de mort de sa chambre pour prestement la retirer vers la noirceur de sa prison. Forcé à la réclusion, au bout de 6 mois étranges, le roc de la réalité avait fini par se rappeler brutalement à lui pour l'empêcher de se perdre davantage plus dans le labyrinthe de sa pathologie. Licencié, endetté, menacé par sa banque de saisir son appartement acheté à crédit, il lui fallait élaborer quelque chose, mais le pouvait-il ? Un ami, un ange venu du ciel, l'avait nettoyé, habillé et amené consulter un psychanalyste, comme un dernier recours avant l'effondrement de tout, avant la liquidation totale de soi-même qui est déjà profondément entamée, de son mariage au bord du précipice, de la perte de ses enfants et de ses biens, maisons et voitures à crédit. Au bout du tunnel, comme ce n'était pas son jour de chance, ça allait être assurément la rue. D'ailleurs, de son aveu, il se voyait déjà un chemcar, un sans domicile fixe. En définitive, c'est ce qu'il désirait, ne plus rien à faire de rien, ni plaisir et ni déplaisir, ni bonheur et ni malheur, ni attente et ni frustration, se fondre dans le néant. Venu malgré lui, aidé tout de même par ses antidépresseurs, surmontant l'effroi d'un dehors dans lequel il ne se reconnaissait plus, il était enfin arrivé dans le lieu où il aurait avec beaucoup de courage, et il en avait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.